À la une de l'actualité, les adieux de l'ambassadeur d'Israël au président de la République, mais aussi l'annonce par le diplomate de la construction prochaine d'une centrale israélienne de 370 MW à Songon, dans les communes de Yopougon. Plus de 1000 milliards de francs CFA injectés dans l'économie ivoirienne de janvier à mai 2013 par l'État de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par la ministre Nialé Kaba qui a réussi à convaincre les députés de revoir à la hausse le budget de 2013. Et puis on ira à Dimbokro dans cette édition pour constater la réhabilitation de 20 pompes hydrauliques. Des comités locaux ont été mis en place pour la gestion de ces points d'eau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Avant de développer ces titres, sachez que le président Alassane Ouattara est attendu aujourd'hui à Abuja, au Nigeria. Il prendra part mercredi et jeudi à la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avant de se rendre à Lomé, la capitale togolaise. L'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire a fini sa mission. Il a fait ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara, et a annoncé la construction prochaine par son pays d'une centrale électrique à Songon, dans les communes de Yopougon. Les précisions de Viviane Haïm. Après 4 ans de présence en Côte d'Ivoire, son Excellence Béni Omer, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, était reçu dans la matinée de ce lundi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa toute dernière fois en tant que chef de mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Avant son départ, il a fait avec le président de la République un point des nombreux projets de coopération dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, des projets en cours de réalisation et auxquels il a contribué en tant qu'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Vous savez que nous sommes en train de former des jeunes futurs ingénieurs agronomes ivoiriens en Israël. Cette année, on a eu un groupe de 5, c'est les premiers. L'année prochaine, le mois de septembre, il y aura une trentaine de jeunes Ivoiriens qui vont voyager en Israël pour une formation qui dure 11 mois. On a parlé de coopération dans le domaine d'infrastructure. Si on parle des routes bitumées, des pistes rurales qu'on peut stabiliser avec un produit qu'on a développé en Israël, avec une société qui sera prête à venir assez rapidement et présenter son savoir-faire et installer le système. On a parlé d'autres projets, par exemple de l'énergie. Et je suis heureux de vous annoncer que bientôt il y aura une société israélienne, Telemenia, qui va construire une centrale électrique à Songon de 370 MW. Je pense que ça peut ajouter un peu à la capacité énergétique de votre beau pays. Une des idées que j'ai échangées avec le chef de l'État, c'était l'installation d'un centre de formation professionnelle. Parce qu'une des préoccupations du président de la République, c'est l'emploi des jeunes. Ce centre de formation qu'on a déjà installé dans un autre pays en Afrique, au Cameroun, avec des résultats vraiment impressionnants. Si on peut faire la même chose ici pour la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, et former des gens, des petits métiers, des mécaniciens, des techniciens. Autant de projets qui annoncent le grand retour de la coopération avec Israël, coopération vieille que la visite du président de la République Alassane Ouattara en Israël en juin 2012 a véritablement relancé. Le budget de l'État pour l'année 2013 a connu une hausse globale de 70 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificative proposé à cet effet par la ministre en charge de l'économie et des finances, Kaba Nialé, a été adopté hier par les députés. On en parle avec Léon Bro. D'environ 3 814 milliards de francs initialement, le budget 2013 de l'État de Côte d'Ivoire va passer à plus de 3 883 milliards de francs CFA. La première étape pour la modification de ce budget, l'adoption par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, a été passée ce lundi. C'est à l'issue de 4h30 de débat, soit de 10h à 14h30, le temps pour la ministre chargée de l'économie et des finances de convaincre les députés sur les motivations de cette hausse budgétaire. Hausse de 6%, correspondant à 69 milliards 197 millions de francs CFA pour boucler le financement d'un certain nombre d'investissements publics. Nous avons par exemple des projets aussi importants que l'autoroute du Nord. Il y a également des dépenses relatives à l'ADDR, des projets aussi importants que le pont de Jacquesville pour lesquels les financements complémentaires étaient nécessaires. Donc c'est un ensemble de compléments budgétaires qu'il était nécessaire de mobiliser.
Évoquant des projets comme la réhabilitation de la route Adzopé-Bondoukou, l'émissaire du gouvernement a rassuré les députés sur le bon état d'avancement du dossier de financement. Le nord-est que constituent Bouna et Bondoukou est un grenier de la Côte d'Ivoire, même si ces populations ont besoin d'électricité, mais je crois que le premier élément d'abord, c'est la route. Autre sujet également abordé, l'état d'exécution du budget initial pour l'année 2013. La ministre auprès du Premier ministre en charge de l'économie et des finances a dressé le bilan du premier trimestre et expliqué que l'état du deuxième trimestre 2013 sera disponible 45 jours à compter de fin juin. Les résultats du bac session 2013 sont connus depuis hier. 33,58%, c'est le taux de réussite sur toute l'étendue du territoire contre 25,22% l'an dernier. C'est le troisième meilleur résultat après le CEPE et le BEPC. Sur les lieux de proclamation des résultats, vous le verrez, de la joie, mais aussi de la tristesse et de la désolation. Francis Boeffo. 33,58%. C'est le taux de réussite du baccalauréat session 2013, comparativement à celui de 2012 qui s'élevait à 25,22%. Les résultats de cette année enregistrent une hausse de 8,36% avec 55 124 admis sur les 215 382 candidats inscrits. Tous ces résultats qui sont en train de s'améliorer sont l'expression de la quiétude, de la tranquillité et de l'apaisement du front social. Ces acquis ont permis aux candidats, à leurs parents et à tous les acteurs de travailler dans la sérénité. Des perspectives meilleures sont envisagées par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour faire de l'école ivoirienne une école de réussite en insistant davantage sur la qualité du travail et des diplômes délivrés. La ville de Grand Bassam enregistre le plus grand taux d'admis avec 46,01% et Gagnoua ferme la marche avec 23,42%. La proclamation des résultats du baccalauréat ce lundi boucle la série des examens à grand tirage du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette proclamation coïncide avec le début du processus d'inscription en ligne des élèves des classes de 5e à la 3e et de la première à la terminale. La rentrée scolaire 2013-2014, elle, est fixée au 16 septembre 2013. Après plusieurs mois de sensibilisation, l'État de Côte d'Ivoire est passé à la vitesse supérieure avec la phase de répression. L'opération de contrôle de pièces destinée aux chauffeurs de taxi compteurs et de taxis banalisés a démarré hier. Les propriétaires des véhicules de transport urbain sont invités à se conformer aux règles sous peine de voir leurs véhicules mis en fourrière, comme nous l'explique Francis Boeffo. La phase de répression des véhicules de transport en commun, taxis compteurs, communaux et véhicules banalisés, est-elle rentrée en vigueur ce lundi comme annoncé? Pour ce qui est des contrôles routiers, aucune affluence des forces de l'ordre dans les rues de Yopougon, Plateau et Cocody où l'on est passé. Cependant, un constat. Plusieurs taxis communaux ont garé, de même que les véhicules banalisés communément appelés Waro Waro. Nous avons constaté que pratiquement nos gares sont à peu près vides par rapport à l'arrêt des Waro intercommunaux. En tant que chargeur, c'est de ça nous vit. Donc déjà ça nous fait un manque à gagner. Un manque à gagner pour certains propriétaires de véhicules banalisés. Ils disent être confrontés à une équation. Mais nous, les Waro intercommunaux, on ne sait même pas où on va se diriger. On nous dit de faire les pièces, mais on ne sait pas où on va se diriger. Il y a deux structures, il y a Colotique et puis il y a Sotique. On ne sait pas où on va aller faire les pièces. Il y a au moins 4 voitures sur la ligne. Tous les 4 Waro sont garés. Par rapport à la situation, il faut qu'on nous montre les lieux sûrs où on doit aller se mettre à jour. Souvent on nous dit Bénet, souvent on nous dit Sotique, souvent on nous dit Politique, souvent on nous dit IGTCI. Je ne sais pas où aller se mettre à jour. Ignorance ou manque de communication? En tout cas, l'on retient que l'annonce de la phase de répression des véhicules n'ayant pas les documents administratifs tels que la patente, le certificat de visite technique et l'assurance du transport public voyageur a eu une influence sur le trafic routier ce lundi. Ça fait 1 heure du temps que j'attends ce véhicule ici. Et c'est maintenant que j'ai eu le véhicule. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a trop de monde par rapport à avant. Et surtout à cette heure-là,
Et généralement, on a les taxis un peu plus facilement à cette heure. Mais à ce moment-là, vous voyez qu'il y a du monde et puis bon, il n'y a pas de taxi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Les autorités en charge des transports indiquent que l'opération de répression vise à normaliser le transport interurbain et à assurer la sécurité des usagers. L'émergence des étudiants ivoiriens a fait l'objet d'un débat organisé par l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé. L'enseignement supérieur privé face au défi du départ nouveau, tel est le thème principal de ce débat au cours duquel les problèmes de l'enseignement supérieur ont été évoqués, mais également des propositions ont été envisagées. On en parle avec Serge Gongoma et Chantal Akonda. L'enseignement supérieur privé face au défi du départ nouveau. C'est le thème de cette rencontre organisée par l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé. Invité par cette association, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahima Cissé Bakongo, a apporté sa contribution à l'échange qui a lieu sur le sujet. Le sempiternel problème, adéquation, formation, emploi. Beaucoup de nos jeunes sont diplômés de vos écoles. Ils ont les BTS les plus pointus. Malheureusement, quand ils finissent d'obtenir leur BTS, il y en a même qui ont des diplômes d'ingénieur de conception. Quand ils ont fini, le seul emploi qui les accueille, c'est gérer les cabines téléphoniques. Nous avons là aussi attaqué ce problème ensemble. Heureux de rencontrer le premier responsable de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique autour d'un sujet aussi important que celui de la formation de la jeunesse ivoirienne, les fondateurs ont également apporté leur contribution. C'est enrichi de la dynamique de leurs expériences diverses, mais complémentaires que les participants à ce dîner-débat ont pris rendez-vous avec des actions concrètes pour l'émergence d'une jeunesse bien formée. Le système LMD sera peut-être intégré en sciences infirmières. C'est une proposition de la section du syndicat national des infirmiers de Côte d'Ivoire dans le souci de dynamiser la formation. Le reportage de Ouattara Amadou Walter dans un commentaire de Kwadjo Kwame. Redynamiser la fonction infirmière est l'un des objectifs visés par le syndicat national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, SINICI. Pour bien remplir sa mission, ce syndicat compte s'appuyer sur la promotion des soins infirmiers à travers une formation qui épouse l'ère du temps. C'est dans cette optique que la section SINICI du CHU de Bouaké a organisé une conférence sur le thème licence, master, doctorat LMD dans la formation infirmière. Thème choisi, le système LMD en sciences infirmières, défis et opportunités. Pour le conférencier docteur Kofi Kan, diplômé de la faculté des sciences infirmières à l'Université de Montréal au Canada, a salué l'initiative et soutenu que le système LMD est une opportunité pour la promotion des soins infirmiers en Côte d'Ivoire. La CEDEAO, qui a initié également un projet d'harmonisation du curricula de formation des infirmiers et sages-femmes dans l'espace CEDEAO. Et ce curricula prévoit la formation initiale du personnel infirmier et sage-femme qui était organisée par le diplôme d'État, soit désormais organisée dans le système LMD à partir de la licence en soins infirmiers en remplacement du diplôme d'État d'infirmier et de sage-femme. C'est le siège de l'UGTCI du quartier Koko à Bouaké qui a abrité cette conférence. Le SINICI revendique plus de 300 membres dans la région de Bouaké. Direction Grand Bassam pour parler de ce don de lits, de matelas, de centrifugeuses pour renforcer le plateau technique de l'hôpital général de Grand Bassam. Ce sont en tout 17 tonnes de matériel médical provenant de France. Et ce don, il faut le préciser, est le fruit de la coopération décentralisée tissée entre la ville de Moulins-Suellier et les communes de Grand Bassam. Le commentaire de Gabriel Zani. Ces dons sont le résultat de la coopération entamée il y a 3 ans par le défunt maire de la commune de Grand Bassam, Jean-Michel Moulot. Le projet a été repris par l'ancien maire Martin Aka Anokwa. Aujourd'hui, la coopération tissée entre la ville de Moulins-Suellier et la commune de Grand Bassam porte de bons fruits. 17 tonnes de matériel médicaux offertes par la ville de Moulins-Suellier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur donc de pouvoir recevoir les dons
pour dire que quelque chose a commencé, a été préparé. Et évidemment, j'en suis l'heureux récipiendaire aujourd'hui. Au nom surtout de la famille de la santé, je voudrais humblement et sincèrement remercier la ville de Moulins. Le maire de Moulins et ancien ministre français du logement a exprimé sa fierté d'être à Grand-Bassam pour matérialiser ce début de coopération. Le plus important, c'est les échanges, les contacts entre les hommes et les femmes des deux équipes de Moulins et de Grand-Bassam. Si vous me permettez, vous direz que c'est le premier bébé qu'on a fait entre Bassam et Moulins. Les maires des deux communes sont revenus dans leurs allocutions sur l'importance de développer ce type de partenariat pour soutenir le développement des collectivités locales. La cérémonie de remise de dons a eu lieu en présence des autorités administratives, du directeur départemental de la santé et de la directrice de l'hôpital général de Grand-Bassam. 23 sessions de la coopérative agricole Fier des Fouets de Daloa viennent de recevoir du matériel agricole. Ces dons s'inscrivent, nous dit Thérèse Dioboué, dans le cadre du volet social des programmes de certification. Des atomiseurs, des boîtes pharmaceutiques, des kits de masques à gaz, des lunettes de protection pour le traitement des plantations et plusieurs autres matériels agricoles sont les dons reçus par les producteurs de cacao de 23 sections de la coopérative agricole Fier des Fouets de Daloa. Ces dons, offerts aux producteurs les plus méritants, s'inscrivent dans le cadre du volet social des programmes de certification OUS et Rainforest du cacao. Le sous-préfet Wassoulou Nyepa et le chef de zone anadaire de Daloa ont profité de cette occasion pour demander aux planteurs d'éviter de se détourner de la culture du cacao au profit d'autres spéculations. Quant au président du conseil d'administration de la coopérative, il a expliqué que le geste de sa structure répond au souci d'appuyer les actions de l'État qui vient de distribuer des produits phytosanitaires aux paysans à travers le conseil café-cacao en vue d'accroître leur rendement et relever leur niveau de vie. La coopérative Fier des Fouets a déjà réalisé avec ses partenaires des infrastructures de base, dont une maternité, des pompes villageoises et des écoles dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Au titre de la campagne 2012-2013, la coopérative agricole Fier des Fouets a collecté 5000 tonnes de fèves de cacao presque entièrement certifiées et distribué 340 millions de francs de primes à ses membres. Un tour dans 11 villages de Dimbokro nous permet de constater la réhabilitation de 20 pompes hydrauliques. Des comités locaux ont été mis en place pour la gestion de ces points d'eau, notamment la maintenance et l'entretien au quotidien. Les explications de Fatou Fofana. Environ 5600 personnes ont désormais accès à l'eau potable, une eau de qualité et propre à la consommation humaine. Ces 20 pompes hydrauliques réhabilitées sont un gage de meilleure santé pour les populations, surtout les femmes et les enfants qui étaient constamment sujets à des maladies liées à l'eau, comme le ver de Guinée, la diarrhée ou la fièvre typhoïde. On va au marigot pour aller prendre l'eau là-bas, là. Ça ne nous arrange pas, parce que souvent quand tu descends dans l'eau là, donc les microbes, souvent ils peuvent rentrer dans ton pied pour te donner une maladie. Donc si on a eu l'eau propre, je pense que ça nous arrange aussi. Les populations de ces 11 villages de Dimbokro ont été formées à l'hygiène pour améliorer leur consommation en eau. Des comités locaux veillent à la maintenance et à l'entretien de ces points d'eau pour une durabilité optimale de l'ouvrage. Au total, ce sont 31 pompes qui ont été réhabilitées dans les régions de Dimbokro et de Bongouanou pour améliorer la qualité de vie des ménages ruraux. Rapprochement entre Fédération nationale des unions de la jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENUGCI, et des jeunes du milieu rural à Béoumi et à Djebonoa dans la région du Béké. Le président de la FENUGCI a échangé avec les jeunes et les populations sur la création d'emplois et la promotion de l'auto-emploi. On en parle avec Ouattara Djeneba et Kwadjo Kwame. La commune de Djebonoa a été la première étape de la tournée du président de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire, FENUGCI, dans la région de Béké. L'objectif est de faire la promotion de l'auto-emploi auprès de la jeunesse. La rencontre entre le président de la FENUGCI et la jeunesse de cette localité lui a permis de les sensibiliser sur les avantages de son action. Par ailleurs,
Il les a invités à retourner à la terre et à monter des projets qui seront financés à travers des fonds grâce à la politique de création d'emplois du président de la République, Alassane Ouattara. Pour le président de la FENIGESI, la réalisation de ces projets leur permettra d'assurer leur autonomie financière et de participer au développement du pays. Le maire des Guébonnois soutient et salue cette initiative. Nous avons une population vraiment sinistrée, notamment les jeunes, et nous ne pouvons qu'accueillir favorablement toutes les initiatives qui portent à pouvoir créer des emplois, à pouvoir permettre aux jeunes d'avoir des revenus. Cap a été ensuite mis sur Béoumi, où c'est le foyer des jeunes qui a abrité la rencontre. Les mêmes messages de sensibilisation sur l'auto-emploi ont été véhiculés dans cette localité. Le président de la FENIGESI fait le bilan de ces rencontres. Il faut que la jeunesse sache, à partir de maintenant, que c'est à partir de la terre qu'on peut insérer durablement les jeunes en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on prenne notre avenir en main. Il faut faire en sorte que les projets se conçoivent très rapidement pour pouvoir bénéficier de ces fonds en zone rurale. 48 communes sont concernées par cette tournée nationale du président de la FENIGESI. L'étape de la région de Gbeke prend fin le 16 juillet prochain. Et on reste dans la région pour dire que 60 jeunes viennent d'être formés au métier du bâtiment par l'ONG internationale Habitat for Côte d'Ivoire. Grâce à ce projet qui a sa 3e édition, les jeunes du Gbeke arrivent à se prendre en charge et à échapper à la pauvreté. Fatou Fofana. Au total, 180 jeunes dits à risque ont été formés au métier du bâtiment depuis 2010 par l'ONG Habitat for Humanity Côte d'Ivoire. Pour cette 3e édition, 60 jeunes de Boaké ont bénéficié d'un aspect théorique basé sur l'enseignement pédagogique et technique et d'une phase pratique et expérimentale sur des chantiers de construction. Il est ainsi question de favoriser l'autonomie financière et de développer l'esprit d'entrepreneuriat des apprenants après la formation. Au bout des 6 mois d'apprentissage et de mise en pratique sur le terrain, 40 de ces jeunes ont pu ouvrir leur premier compte bancaire et 20 sont déjà économiquement autonomes. Le montant du projet est estimé à 15 millions de nos francs. L'emploi des jeunes préoccupe l'État ivoirien. La plateforme Service Côte d'Ivoire opte pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Elle renforce ses actions sur le terrain à travers des partenariats avec des municipalités. Des jeunes ont été formés aussi dans les communes d'Atekoubé, Sèche Gongoma, Patricia Omoitia. Ces jeunes sont aujourd'hui heureux d'exercer un métier. Et cela grâce aux actions de la plateforme de Service Côte d'Ivoire. Structure mise en place par l'État pour renforcer les programmes d'insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Alors ça me permet de ne plus rester à la maison, de travailler, je me débrouille, je m'en sors. Quels que soient mes besoins, je m'en sors. Je fabrique les fauteuils, je fabrique des rideaux, tout. 4000 jeunes jouissent des actions de cette structure. Pour l'heure, avec nos 25 missions locales, au 28 février dernier, nous avions accueilli environ 60 000 jeunes depuis le début de l'année 2012 et nous espérons couvrir le territoire national les années à venir avec la création de 125 nouvelles missions locales. La plateforme de Service Côte d'Ivoire mène ses actions en partenariat avec les municipalités. C'est le cas de la collaboration avec la mairie d'Atekoubé. Nous avons d'abord écouté les jeunes. Nous avons sérié les problèmes des jeunes. Nous les avons mis dans un annuaire de compétences en fonction de leurs différents problèmes et difficultés. Ceux qui étaient déscolarisés, ceux qui avaient besoin de formations qualifiantes, de formations diplômantes, ceux qui avaient besoin d'une session d'apprentissage. Et à partir de ce moment, nous avons identifié des projets spécifiques pour répondre à toutes ces préoccupations. Ces actions sont soutenues par la coopération française qui a renforcé récemment ses moyens avec 2 véhicules. Un centre de fabrique de sacs de chaussures et de ceintures est actuellement en construction à Atekoubé. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire veut avoir une idée précise du nombre des artisans. Elle a lancé une opération d'immatriculation de tous les artisans exerçant sur le territoire national. Herman Yamien nous en dit plus.
L'organisation du secteur de l'artisanat est une priorité de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Pour y arriver, elle veut disposer de données statistiques fiables qui renseignent, d'une part, le gouvernement ivoirien et les partenaires au développement sur les populations qui exercent dans le domaine de l'artisanat, et d'autre part, offrir une identité professionnelle unique qui fédère les artisans des différents corps de métiers autour de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, d'où cette opération d'immatriculation des artisans. Nous estimons les artisans actuellement en activité à peu près à 4 500 000 artisans sur le territoire national. Mais là, ce sont des études qui ont été faites depuis plusieurs années et c'est pourquoi maintenant nous voulons véritablement aller vers les artisans pour nous permettre de connaître effectivement le nombre exact. Une carte professionnelle d'un montant de 5 000 francs CFA sera délivrée aux artisans enrôlés. Le détenteur de cette carte peut bénéficier d'un appui technique ou institutionnel dans le cadre de montage de projets de recherche, de financement et la préparation à la participation aux salons et foires nationaux et internationaux. Au-delà de ces aspects, l'identification telle qu'initiée par les autorités de la Chambre des métiers permettra par ailleurs de connaître le taux de la population active que le secteur emploie, de savoir la contribution du secteur de l'artisanat à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. L'opération des artisans de Côte d'Ivoire va durer 6 mois. Direction Bouaké pour parler de vacances culture, jeunesse, diversité et cohésion sociale. Tel est le thème de la 19e édition de Vacances culture. La présélection de la région du Bouaké a opposé une vingtaine de groupes. C'est reparti pour le concours national Vacances Culture. Le centre culturel Jacques Aka a abrité la phase de présélection de l'édition 2013 de la région de Bouaké. Cette présélection régionale a vu la participation de plus de 20 groupes concurrents. 10 disciplines classées en 3 grands groupes, dont les arts vivants, les arts littéraires et les arts visuels, ont été au menu de cette compétition. Le directeur régional de la culture et de la francophonie de Bouaké s'est réjoui de cette organisation malgré les conditions difficiles de préparation. Il espère compter sur les groupes qualifiés qui iront à la grande finale pour redonner à Bouaké son image de ville culturelle. Bouaké a été connu par le passé comme une grande ville culturelle. Depuis quelque temps, nous connaissons des difficultés. Nous voulons faire en sorte de relancer la culture au niveau de Bouaké pour que Bouaké reprenne sa place en tant que grande ville culturelle, en tant que grande référence culturelle au niveau de la Côte d'Ivoire. Après la ville de Korogo en 2012, les phases finales de la 19e édition du Festival national Vacances Culture sont prévues dans le Tankwi à Mans du 27 août au 2 septembre 2013. Vacances Culture 2013 est placé sous le thème jeunesse, diversité culturelle et cohésion sociale. La communauté musulmane s'est réunie à la nouvelle mosquée de Williamsville pour prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Le don de cet édifice religieux à la communauté musulmane a pour but de promouvoir l'union et la paix entre les fils et filles de Côte d'Ivoire. Patricia Omouitia. Bénédiction de l'Assemblée avec une psalmodie du Saint-Coran. Ceci pour entamer la cérémonie de réconciliation et de paix à Williamsville. L'édifice religieux, en l'occurrence la mosquée Adjanene Djamitafou de Williamsville, bâtie à la gloire d'Allah, s'est avérée trop petite. Les guides religieux, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, étaient tous présents pour unir leurs prières pour la paix en Côte d'Ivoire en ce jour inaugural de la mosquée de Williamsville, don de la famille Ba à la communauté musulmane. C'est un don. Quand on dit un don, on n'attend rien par derrière. C'est à eux de s'approprier la mosquée, faire en sorte que cette mosquée soit un foyer culturel important, un grand pas pour la réconciliation nationale parce que, figurez-vous, que cette mosquée a été construite par des non-musulmans. Après l'investiture de l'imam de la mosquée par le président du COSIM section Adjamé, la communauté musulmane en union de prière a imploré Allah afin que la paix et la stabilité règnent en Côte d'Ivoire. À l'étranger, les combats se poursuivent au nord de Goma, au nord Kivu, en RDC, où les rebelles du M23 affrontent l'armée régulière depuis dimanche. Les deux parties se rejettent depuis lundi la responsabilité du début des affrontements. Selon le gouvernement congolais, 130 personnes, dont 120 rebelles, ont été tuées entre dimanche après-midi et lundi. Et puis au moins 22 personnes ont été blessées dans des heurts nocturnes entre manifestants favorables au président Mohamed Morsi et les forces de l'ordre au Caire.
Niger. Plusieurs dizaines de milliers de partisans de Mohamed Morsi sont à nouveau descendus dans la rue. Des échauffourées ont éclaté entre la police et quelques 200 manifestants. Ces accrochages ont duré une partie de la nuit, faisant 19 blessés. La police, quant à elle, fait état de 4 membres de forces de l'ordre blessés. Une centaine de personnes sont mortes en Égypte depuis le 3 juillet, date du renversement par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, après des manifestations massives réclamant son départ. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Que votre étoile brille toujours et partout.